Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde et je remercie le Forum médical chirurgical médico-chirurgical pour m'avoir invité à participer à euh, à cette séance. Et je ne saurais commencer cette présentation sans avoir une pensée spéciale pour nos collègues de l'hôpital Bernard-Meuse qui ont, malgré les services donnés à notre population, qui ont été vraiment victimes et on ne sait même pas s'ils pourront redémarrer de sitôt. Mais nous leur souhaitons notre support, nous leur apportons notre support et tout autre médecin qui nous écoute, même si ce sont des situations difficiles, mais il faut toujours avoir en tête que nos patients et notre population aussi est, est affectée et ce ne serait pas une raison pour laisser tout tomber et leur tourner le dos. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, qui parle du le diabète et ses complications et comment y échapper. Je dois vous dire que cette présentation, je l'ai faite plusieurs fois et parce que ça, c'était, et il fallait vraiment mettre le doigt sur la partie positive, puisque lorsqu'on parle de complications, certes, c'est toujours quelque chose de néfaste. Donc, il était important pour moi de donner une tournure à cette présentation pour que les patients qui suivent, puisque je pensais que c'était uniquement le côté le personnel médical, mais que les patients qui suivent, qu'ils aient de l'espoir et qu'ils pensent que c'est possible. Alors, dans nos croyances, vraiment, beaucoup de personnes, ils parlent de diabète comme un diable. Ou bien, dès qu'on a le diagnostic du diabète, eh bien, c'est une tête chargée. Donc, et là, et quand même, je souhaite que, quand même, avec l'objectif de ma présentation, pour le personnel médical qui suit cette présentation ce soir, je souhaiterais qu'ils arrivent à comprendre et un peu la partie comment la prévention des complications est extrêmement importante et qu'ils doivent continuellement se former puisque le diabète est une science qui est en continuelle évolution et ça, j'aime bien ça et le feu docteur René Char disait toujours, celui qui connaît son diabète connaît sa médecine. Donc là, j'encourage mes collègues à continuer à lire puisqu'il y a vraiment de nouvelles choses qu'on n'aura pas le temps de couvrir ce soir complètement. Deuxièmement aussi, notre rôle comme personnel médical, c'est de prévenir, il faut mettre sur pied des moyens accessibles à nos patients. Il faut parler à nos patients pour qu'ils comprennent et pour qu'ils voient vraiment l'importance de leur prise en charge par eux-mêmes d'abord et par le personnel médical ensuite, et par la suite agir sans relâche. Et un patient affecté par une maladie chronique telle le diabète, et il faut que le staff qui l'entoure, le mette au milieu des décisions parce que on ne peut pas décider sans avoir l'avis et la compréhension du patient et aussi lui donner des outils pour qu'il ait une bonne qualité de vie. Et pour les patients et leurs entourages qui nous écoutent, aussi, eux, nous souhaitons qu'ils arrivent à comprendre, pas en lisant continuellement Docteur Google, mais en cherchant des sources reconnues et qui leur apporteraient de très bonnes informations. Le deuxième point, c'est accepter. Parce que lorsqu'on reçoit le diagnostic du diabète, au tout début, il y a comme le déni, c'est pas possible. Ensuite, on passe dans une phase où on est en colère, on s'y oppose, mais malgré ça, le diabète va rester quand même. La phase de marchandage est la troisième étape. Et la quatrième, c'est l'acceptation et l'auto-évaluation pour voir que de toute façon, il faut se prendre en main puisque le diabète est là et il faut y faire face. Donc, certainement, les patients ont besoin du support de leur famille, du support d'un psychologue si le besoin se fait sentir et aussi de leurs amis et de la communauté là où ils vivent. Et en dernier lieu, la prévention. Le patient a pour obligation de faire la prévention. Et je dis toujours, il faut que tout soit mis en œuvre pour éviter, retarder et diminuer les complications.
Donc, avertissement aux patients qui nous suivent, cette conférence initialement conçue pour le personnel médical se veut informative et non effrayante. J'aurais souhaité qu'après cette présentation, que nos patients ne trouvent chez eux toutes les complications dont on va parler. Et c'est pas l'objectif du tout de cette présentation. Au contraire, comment y faire face et comment ne pas les avoir. Le diabète est une condition chronique qui devient une maladie avec l'apparition des complications qui sont silencieuses et débilitantes. Souvent, quelqu'un vous dit, oh, donnez-moi des nouvelles d'un tel, oh, et il est mort du diabète. On ne meurt pas du diabète, on meurt des complications du diabète. Et nos patients doivent avoir des outils pour ne pas y arriver, comme je le disais tantôt. Donc, en tant que patient, vous avez la lourde responsabilité d'aider votre équipe médicale. Souvent, on pointe le doigt sur le médecin, sur l'infirmière, etc., mais c'est vous qui êtes en premier en place avec votre autogestion pour mener à bon port et en appliquant scrupuleusement les recommandations reçues et aussi arriver à accepter votre condition. Et cette planche, je l'ai mise exprès pour quand même pour nos patients qui vivent. Donc, la personne qui vit avec le diabète est investie d'un grand pouvoir sur l'évolution de sa condition. Un patient qui n'accepte pas, qui ne travaille pas, qui ne discute pas avec son médecin, son équipe médicale, on ne peut pas arriver à empêcher les complications d'arriver. Donc, souvent, il y a je sais tout, mais même les médecins et les infirmières affectés par le diabète, ils doivent suivre les séances éducatives des patients pour mieux comprendre et savoir comment gérer leurs conditions. Donc, le diabète demande un traitement complexe qui est exigeant et qui est pour la vie et qui est sous la responsabilité directe des patients vivant avec le diabète et qui nécessite une modification importante des habitudes quotidiennes de vie. Donc, pour dire, moi, je ne veux pas que le diabète me remplisse la tête et que là, je vais continuer à vivre comme je veux, c'est votre droit, mais il faut savoir aussi que le diabète, lui, entraîne des complications souvent insidieuses. Et là, il faut prendre ça dès le début pour vivre une vie entière sans problème. Donc, j'ai aimé ces deux phrases. Le diabète est une condition qui se gère à la maison, pas au cabinet du médecin, où le médecin vous donne des informations en plus. Et la personne qui vit avec le diabète est responsable de 90% du traitement, donc de sa prise en charge. Hmm. Ah, souvent, ça arrive où c'est obligé d'arrêter, désolé, pour reprendre encore la présentation, pour continuer à avancer. Alors, le plan de notre présentation d'aujourd'hui, on va parler un petit peu d'épidémiologie, des complications liées au diabète, donc les pourcentages qu'on trouve dans la population. Et aussi, on va parler des différentes complications aiguës, chroniques du diabète et leurs facteurs de risque pour arriver vraiment à comprendre comment faire la prévention et faire l'évaluation et la prise en charge des complications. Donc, lorsqu'on parle d'épidémiologie, évidemment, c'est une cohorte qu'on étudie et c'est pour ça que j'ai insisté pour mettre sur la population générale des personnes avec diabète bien et mal contrôlées. Donc, c'est pour ça que certains chiffres peuvent être désastreux, mais il faut penser que ce n'est pas les personnes qui se comportent avec un bon contrôle de leur diabète, mais aussi les patients mal contrôlés. Et là, ça fait pencher la balance. Donc, en matière de mortalité, certes que avec le diabète, le taux de mortalité est augmenté de 2 à 10 fois. C'est plus important d'une population, de la population qui ne souffre pas de diabète et elle est d'autant plus élevée que le diabète est plus âgé. Deuxièmement, le diagnostic du diabète après 30 à 35 ans, c'est possible de vivre avec le diabète sans aucune complication, mais le plus souvent, le risque principal de problème, c'est la macroangiopathie, donc les atteintes des artères coronaires, donc du cœur. Et le pronostic vital est assombri lorsqu'il y a une association de neuropathie autonome chez de tels patients. Donc, lorsqu'on parle des maladies cardiovasculaires, donc MCV, c'est maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies très fréquentes retrouvées chez les patients diabétiques avec type 1 et type 2.
et l'espérance de vie est diminuée lorsque le diabète est associé aux maladies cardiovasculaires. Donc, cette espérance de vie est diminuée de 12 ans. Et le diabète à lui seul est considéré comme un risque cardiovasculaire significatif. Donc là, malgré l'amélioration dans la prise en charge du diabète, le diabète de type 2 particulièrement est un facteur de risque qui augmente la mortalité cardiovasculaire. Donc, lorsqu'on parle de morbidité, ce sont les complications qui arrivent avec le diabète. Donc, on va certainement voir successivement c'est quoi les macroangiopathies, mais c'est tout ce qui concerne les gros vaisseaux, donc le cœur, le cerveau et les grosses artères du corps, particulièrement au niveau des membres inférieurs. Donc, on a 2 à 6 fois plus, ils sont plus fréquents chez les patients diabétiques et lorsqu'on parle des deux sexes. 40 à 50% après 25 ans de diabète. Donc, c'est le chiffre, la morbidité qui est quand même assez élevé. Et les manifestations coronaires, comme je le disais antérieurement, représentent la moitié des cas. Dans 12 à 19% des cas chez les patients diabétiques de plus de 20 ans, nous avons souvent une composante de gangrène et ou amputation si ce n'est pas pris assez tôt. Donc là, en comparant un groupe de patients avec diabète de type 2 et ceux du même âge sans diabète, eh bien, le même risque de crise cardiaque est retrouvé lorsque dans le groupe des patients qui n'ont pas le diabète, qui ont eu déjà une crise cardiaque, eh bien, le patient sans crise cardiaque de diabète de type 2 retrouve le même, au niveau de la morbidité, le même chiffre. Le risque est 2 à 3 fois plus élevé dans les cas d'insuffisance cardiaque et les morts subites sont plus fréquentes. Donc, les maladies vasculaires périphériques, ça concerne les vaisseaux, particulièrement au niveau des membres inférieurs. Donc, vous voyez que avec le diabète, le risque d'amputation d'un membre inférieur est assez élevé et 70 fois plus élevé chez les patients de plus de 70 ans. Toutes les 30 secondes, selon un chiffre de la Fédération internationale de diabète, on aurait une amputation causée par le diabète à travers le monde. Donc ça, on va passer ça bien vite parce que ce sont des chiffres un petit peu démoralisants. Mais lorsqu'on parle de rétinopathie, alors donc on parle des atteintes des gros vaisseaux, atteintes des petits vaisseaux, et là, on va voir les yeux, les reins et les nerfs. Donc, la rétinopathie diabétique est la principale cause de cécité dans les pays industrialisés chez les gens de 25 à 74 ans. Et le diabète est responsable de 12% des cas de cécité dans le monde. Donc, le meilleur indicateur de la rétinopathie diabétique, c'est la durée de la maladie. Donc, plus on est âgé en diabète, eh bien, plus on peut avoir des atteintes au niveau des yeux. Et après 20 ans de diabète, 90% des patients atteints de type 1 et 60% de type 2 ont un certain degré de rétinopathie diabétique, mais qui peut être léger et ne pas entraver la vision chez ces patients. Et la prévention, dont on parlera plus tard, est extrêmement importante. 30% des patients atteints de diabète ont des signes de rétinopathie diabétique et les personnes avec diabète sont 25 fois plus susceptibles de devenir aveugles que la population générale. On a parlé des yeux, maintenant des reins en matière de chiffres. La principale, disons, dans la néphropathie diabétique, donc c'est la principale manifestation de la glomérulopathie diabétique, c'est l'albuminurie, donc le passage des protéines dans les urines. Et ça survient généralement un temps après la rétinopathie diabétique. Donc souvent, lorsqu'on trouve un patient avec une atteinte rénale et sans rétinopathie diabétique, il faut chercher une autre cause autre que le diabète. Et aussi, la gravité et l'incidence est plus fréquente dans la race noire selon certaines études. Donc, la néphropathie diabétique est rare chez les patients de type 1 de moins de 10 ans. Donc, c'est vraiment pas la peine de rechercher, puisque le diagnostic du diabète de type 1 va se faire tout de suite, contrairement au diabète de type 2 où la personne peut avoir son diabète depuis des années et que le diagnostic se fait fortuitement. Donc, 3% des patients avec diabète type 2 ont déjà une néphropathie au moment du diagnostic. Donc, c'est important de le savoir parce que plus avant, on va faire des recherches dans la prévention. Donc, le risque de la néphropathie diabétique est faible chez un patient qui a une normoalbuminurie avec une durée de plus de 30 ans de diabète. Donc, un patient qui a plus de 30 ans de diabète, qui n'a pas de protéines dans les urines, il n'aura certainement pas et probablement pas un problème d'insuffisance rénale à la fin de sa vie. Et sans protéinurie, après 20 à 25 ans, donc 1%, le risque de développer une néphropathie diabétique n'est que de 1%.
Et comme autre complication, c'est la neuropathie diabétique généralisée. Donc, ce sont des complications à long terme, la plus fréquente du diabète. Mais quand même, c'est tellement subjectif que le diagnostic est parfois difficile à faire. Donc, on parle de la neuropathie diabétique représente plus d'hospitalisation que les autres complications diabétiques combinées. Et elle représente aussi, elle est une des causes dans 50% à 75% des amputations non traumatiques. Donc, la prévalence réelle n'est pas connue et elle dépend de certains critères et des méthodes utilisées pour dépister la neuropathie. On en parlera un petit peu plus en avant. Alors, qu'est-ce qui seraient les facteurs contributifs de complications chez un patient avec diabète? Donc, on va parler plus tard du contrôle de la glycémie, mais certes, un mauvais contrôle de la glycémie, c'est le facteur numéro 1 pour l'occurrence des complications liées au diabète. Cependant, il y a d'autres facteurs, comme la génétique. D'accord? Donc, la fréquence des groupes LAB15 ou bien LAW4, c'est dans les recherches génétiques, dans l'étude génétique de ces patients, eh bien, on va trouver beaucoup plus de rétinopathie chez certains de ces patients. Et le HLA-W4 est retrouvé plus fréquemment chez les patients qui ont une rétinopathie, mais qui auraient un bon contrôle du diabète, alors que si ce génome-là n'est pas présent, donc même si on a remarqué que même si le contrôle du diabète n'était pas bon, le contrôle glycémique n'était pas bon, eh bien, ces personnes présentaient moins de rétinopathie diabétique. Certains facteurs de risque dans les maladies coronaires, comme dans les autres aussi, donc l'âge, le sexe, les antécédents de la famille, et ça, ce sont ces trois premiers, ce sont des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Donc, pour faire la prévention, rappelez-vous, toutes les lignes au-dessous, telles que l'anomalie lipidique, l'hypertension artérielle, qui, lorsqu'il est présent, est responsable de 75% des événements cardiovasculaires. Et alors que les patients avec diabète ont presque la moitié des patients avec diabète sont aussi hypertendus. Donc, ce sont deux larrons qui font encore plus de dégâts. Le tabagisme, c'est un élément vraiment dévastateur. Et une personne qui reçoit un diagnostic de diabète, elle a intérêt à arrêter de fumer. Et aussi l'obésité centrale chez les personnes qui ont un excès de poids. Donc, les facteurs non modifiables, je le disais tout à l'heure. Donc, plus on est âgé, plus on peut développer des complications. Et puis, les hommes développent beaucoup plus le risque chez l'homme est plus élevé par rapport à la femme, particulièrement au niveau des complications cardiovasculaires. Et l'histoire familiale est aussi présente et on incrimine chez les Noirs beaucoup plus de ces complications que dans les races caucasiennes. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'hypertension artérielle, on a parlé de la dyslipidémie avec des niveaux élevés du cholestérol total, particulièrement des triglycérides et du LDL cholestérol, et avec niveau bas de HDL, qui est la bonne graisse qui protège le cœur. L'obésité, qui est quand même un risque modifiable, les hyperglycémies, on va en parler tout à l'heure, la sédentarité, le fait de rester sans faire des mouvements, c'est vraiment dangereux. On vous dit rester assis plus d'une heure de temps, c'est augmenter votre risque cardiovasculaire. Avoir une mauvaise diète, et là, on n'aura pas le temps de développer ça, mais tout le monde le sait que on creuse son cercueil avec sa bouche. Et en dernier lieu, la cigarette qui est un élément qui augmente le risque cardiovasculaire. Donc, là, il y a certaines répétitions que j'ai pas eu le temps d'enlever parce que je voulais dire le maximum. Mais là, et vous voyez, ce sont ces facteurs dont on parle. Donc, en parlant de complications, il faut savoir qu'il existe des complications aiguës, donc qui se manifestent tout de suite, et des complications chroniques qui prennent du temps pour se développer. Et notre rôle de personnel médical, c'est empêcher que ces complications chroniques particulièrement arrivent à nos patients. Pour qu'ils les évitent, il faut une éducation. Et là, c'est ce que la FADIMAC s'évertue de faire depuis plus d'une trentaine d'années pour éduquer les patients. Et dans notre cohorte, on voit que les patients qui ont suivi leur cursus d'éducation, qu'ils sont vraiment nettement mieux contrôlés, mieux motivés et ont moins de complications, ça va de soi. Donc, les complications aiguës, rapidement, on va y passer, c'est lorsque le sucre baisse trop bas, mais c'est plutôt une complication du traitement du diabète
et l'acidocétose qui est un coma hyperglycémique. Donc, l'hypoglycémie, dès qu'il y a glycémie inférieure à 70 mg par décilitre, on parle d'hypoglycémie et notre patient présente tous ces symptômes. Il est important qu'il le sache. On ne va pas aller à travers, mais le réflexe, c'est qu'ils doivent savoir qu'ils doivent se resucrer, qu'ils doivent contrôler leur glycémie et aussi leurs parents doivent faire partie de cette prise en charge. Donc, les facteurs de risque de l'hypoglycémie, je les ai mis pour que ce soit les patients ou le personnel médical qui suit cette présentation, qu'ils sachent qu'il y a moyen d'éviter l'hypoglycémie. Donc, avec tous ces facteurs de risque, la diminution de l'apport de glucose, que la consommation insuffisante de glucides, si elle ne mange pas assez, tout ce qui est en rapport avec un repas sauté ou bien pris trop tard alors que les médicaments sont pris, le jeûne, la malnutrition, si la personne a pris trop d'insuline ou bien trop de comprimés tels que les sécrétagogues, tels que les sulfats, et une augmentation d'utilisation, et cette ligne n'est pas bonne, j'étais supposé l'enlever, des exercices prolongés pendant la grossesse aussi, la diminution d'apport de glucose, surtout si cette personne consomme de l'alcool. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que les facteurs de risque sont présents. Souvent, on n'y prête pas attention et on développe des hypoglycémies. Seul cas où parfois les hypoglycémies peuvent ne pas être évitées chez certains patients, c'est lorsque ce n'est pas ressenti. Mais s'ils analysent, ils peuvent voir qu'il y avait eu un manquement qui les a mis en hypoglycémie. Donc là, certains médicaments peuvent le faire, peuvent entraîner l'hypoglycémie. Et maintenant, ce sont les cas aigus de manifestations cliniques qui amènent le patient à l'hôpital en coma. Mais on ne va pas s'y attarder puisque quand même, il y a les facteurs de risque concerne l'environnement, concerne les pays à faible moyen de revenus, mais aussi à la méconnaissance des signes par le personnel médical qui reçoit un tel patient. Évidemment, les facteurs de risque tels que le statut socio-économique faible, l'éducation parentale qui est faible, donc tout ça, ce sont des éléments qui empêchent aux parents de voir que notre patient va arriver à un coma hyperglycémique. Pourquoi j'ai mis ça? Ça n'a rien à voir avec la présentation, mais c'est extrêmement important que la prise en charge soit faite et quand même, il y a beaucoup de piliers. Donc, la formation du personnel médical doit être encouragée pour que de tels patients ne développent pas ce que je vous montre, l'œdème cérébral, qui est une complication catastrophique, redoutable, mais qui peut être prévenue si la prise en charge était mieux faite et si le patient était arrivé plus tôt en reconnaissant ses symptômes. Donc, les complications chroniques du diabète, on en a parlé déjà lorsqu'on parlait d'épidémiologie, mais nous avons les macroangiopathies avec les gros vaisseaux, donc c'est le cœur, le cerveau, les membres inférieurs, la microangiopathie qui touche les yeux, les reins, les nerfs, et la neuropathie qui affecte le système sensitif et moteur. Cette planche est extrêmement importante parce que vous voyez qu'au niveau de... Et là, en haut, on a mis prédiabète. Donc, on note qu'il y a des complications, particulièrement, donc on parle du diabète de type 2, qui sont déjà mises en évidence lorsqu'on fait le diagnostic du patient. Et tout ça, c'est pour vous montrer la glycémie à jeun qui progresse progressivement, la glycémie postprandiale qui augmente aussi, et la sécrétion d'insuline qui baisse et la résistance à l'insuline qui augmente, tous les éléments qui vont entraîner le développement du diabète chez notre patient. Donc, dans cette planche, c'est pour vous montrer que les complications commencent avant. Donc, actuellement, il y a beaucoup de programmes au niveau pour mettre dans le cas du diabète, du prédiabète. C'est pas quelqu'un qui dit, ah, il faut un droit à venir faire diabète, mais il y a moyen d'éviter ça. Et là, on va vous en parler tout de suite. Donc, les complications macroangiopathiques dont on parlait toujours, l'atteinte particulière, c'est l'athérosclérose, donc l'atteinte de l'artère. Et vous voyez sur cette image une artère avec déjà avec sa paroi qui n'est pas continue, qui va entraîner la formation d'un caillot. Et là, avec donc les complications macroangiopathiques, c'est particulièrement, comme je viens de le dire, le cœur, le cerveau et les membres particulièrement inférieurs. Et nous avons, au niveau des membres inférieurs, avec la diminution de la vascularisation, on peut avoir la progression de cette pathologie qui va nous amener à l'amputation. Donc, il y a moyen d'agir et de faire les diagnostics à ce moment-là, bien avant, pour éviter l'amputation.
Et les causes d'amputation, et qui sont des points, souvent les gens se demandent, mais pourquoi les patients diabétiques développent souvent une amputation? 85% des amputations pourraient être évitées si le patient savait quoi faire et son personnel médical surveille certains points dont on va parler tout à l'heure. Et c'est vraiment dommage d'arriver à un tel stade. Donc, les microangiopathies, et donc la première, la rétinopathie diabétique, et là, c'est toute la liste de ce que le diabète peut entraîner au niveau du fond des yeux. Et la rétine, c'est le seul, au niveau du corps, c'est le seul endroit où on peut voir les vaisseaux. Donc, facilement, on peut voir l'état vasculaire de nos patients et avec un fond d'œil, vous voyez à gauche, ce patient a un fond d'œil tout à fait normal et à droite, il y a des petites taches à 10 heures, il y a de la graisse, des dépôts de graisse, etc. Donc là, c'est pas vraiment l'objectif de faire enfin, d'expliquer la rétinopathie diabétique. Vous allez voir des termes en créole, c'est parce que nous utilisons aussi pour que nos patients puissent comprendre ce qui se passe. Eh bien, voici ce qui arrive à un patient avec une atteinte de sa rétine assez avancée où la vision va être totalement détruite. Et là, pas nécessaire d'y arriver si vraiment les étapes dont on va parler tout à l'heure sont réalisées. Dans le cas de la néphropathie diabétique, nous avons c'est la présence de protéines dans les urines, donc d'albuminurie, et surtout avec un taux de supérieur à 300 mg par jour et lorsqu'on fait une évaluation des 24 heures sur des urines de 24 heures. Mais heureusement, maintenant, il y a des tests, un test qui s'appelle la microalbuminurie qui nous montre si le patient a des protéines dans les urines, à quel taux, et voir où le placer pour permettre la protection de ses reins. Et aussi, certainement, c'est un autre élément, le taux de filtration globulaire qui, au début, va augmenter, mais après va diminuer. Et en cas d'insuffisance rénale, il n'y aura plus d'urine à être produite par les reins. Donc là, c'est une autre image encore dommage d'une hémodialyse chez un patient qui pourrait être évitée. La neuropathie qui s'exprime par plusieurs atteintes, on ne va pas y aller à travers, mais c'est juste pour savoir que la neuropathie, la polyneuropathie sensorielle, c'est elle qui dérange vraiment nos patients beaucoup plus. Vous avez des images, ce sont des images assez parlantes, puisque nos patients, ils vous disent ça, c'est comme s'ils mangent sur du charbon, ou bien qu'ils sentent des fourmis traverser leurs pieds. Et là, ils n'hallucinent pas, ils le sentent vraiment. Et là, avec toutes ces autres images pour vous montrer que définitivement, des patients, ça doit être adressé puisque ça rend la vie de nos patients misérable. Et même, bon, c'est pas une très belle image, mais pour vous montrer que la sensibilité, la neuropathie diabétique peut arriver à une phase où le patient ne sent absolument rien. D'où l'importance de surveiller ses pieds. On va vous donner quelques questions plus tard. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé sur mon temps pour arriver au vrai sujet de la présentation, mais il est important, d'après moi, de faire ce petit rappel. Et comment y remédier face aux complications liées au diabète, c'est possible grâce à la prévention. Et la prévention à tous les niveaux, puisqu'on parle de prévention primaire, secondaire et tertiaire, eh bien, la prévention à tous les niveaux est un outil très important pour prévenir et contrôler la prévalence et les effets néfastes du diabète. Et lorsqu'on parle de prévention, il faut d'avoir la prévention pour que la maladie n'arrive pas, que les complications n'arrivent pas chez les patients qui n'ont pas encore le diabète. Tout l'important de vraiment surveiller, de faire le diagnostic du prédiabète. Deuxièmement, la prévention secondaire où lorsqu'on identifie le patient, eh bien, pour qu'il ne développe pas de complications dont on a parlé, les complications aiguës comme chroniques, bien que les chroniques vont prendre des années pour se développer. Et puis la prévention tertiaire, même si le patient a des complications avancées, il a une atteinte de sa rétine, il a un début de microalbuminurie, il a une neuropathie diabétique, il y a moyen de faire la prévention pour que nos patients ne développent pas des complications débilitantes qui vont vraiment altérer la qualité de sa vie. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré que c'est vraiment les mesures de prévention
On parle du diabète de type 2. Et les mesures de prévention ont un rôle extrêmement important. Et actuellement, aux États-Unis, il y a un programme qui s'appelle Diabetes Prevention Program où les assurances paient. La sécurité sociale paie. C'est parce que ça leur permet de dépenser moins d'argent. Et si vous voyez au niveau du tableau à côté, eh bien, le placebo, lorsque rien n'est fait, on peut avoir une diminution, en tout du moins le développement des complications est certainement plus élevé. La metformine qui est aussi utilisée dans le prédiabète, on voit que ça peut diminuer le risque de complications. Mais une prévention avec éducation sur la façon de manger, sur les exercices physiques, sur le comportement général, eh bien, sur certains facteurs dont on a parlé antérieurement, eh bien, ça peut diminuer le développement du diabète chez ces personnes. Donc, je dis toujours, il est jamais trop tard pour bien faire. Lorsqu'on est en phase de prédiabète, il y a moyen d'empêcher ou de retarder l'apparition du diabète chez soi. Et vous voyez que la diminution du risque arrive même à 58%, ce qui est quand même un chiffre considérable et intéressant. Donc, l'objectif de la prise en charge de nos patients, c'est pour ne pas développer les complications. C'est pas une affaire de contrôler le sucre, une glycémie à jeun et puis on a fini. C'est pas comme ça qu'on suit un patient et le patient, lui, doit comprendre aussi une glycémie à jeun par jour, c'est comme si ne rien faire. C'est important de faire plusieurs glycémies dans la journée. C'est vrai que c'est pas intéressant de se piquer le doigt, mais il y a aussi les capteurs de glucose maintenant. Bon, au niveau de la FADIMA, on essaie de voir si on peut en avoir parce que ça facilite vraiment la prise en charge au lieu de se piquer le doigt tout le temps. D'accord? Et quand même, donc l'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est la prévention des complications et le thème de notre présentation de ce soir. Donc, vous voyez, on a parlé de hémangiopathie, voyez le beau côté. Une hémoglobine glyquée inférieure à 7%, ce qui est recommandé chez les jeunes, chez les personnes dans le type 2, on parle même jusqu'à 7,5% d'une hémoglobine glyquée, eh bien, ça améliore et ça diminue les crises cardiaques, les atteintes de stroke, les atteintes au niveau des artères périphériques. Une tension nettement améliorée, et la diminution du LDL inférieur à 100, ce sont des chiffres qu'il faut rechercher le plus que possible. Peut-être 110 à 70, c'est un peu bas pour certaines personnes, mais quand même, c'est idéal et plus bas on a sa tension, moins alors qu'on n'a pas de symptômes, et bien mieux ça va. Donc, éviter le tabac, toujours dit, et annuler le tabac et contrôler l'obésité et aussi combattre les autres facteurs de risque. Pour la prévention de la rétinopathie, eh bien, voyez que les patients qui ont une hémoglobine glyquée qui basse, eh bien, vous avez 24%, alors que ceux-là qui ont une hémoglobine glyquée supérieure à 9%, qui vous représente une moyenne à peu près de 220-230 pour les 3 derniers mois, eh bien, vous avez 44%. Donc, c'est définitivement parlant. Et lorsque l'hypertension artérielle est associée, eh bien, la rétinopathie diabétique vous subit les coups. Donc, il est important de contrôler la tension. Alors, une étude du DCCT, donc c'est le Diabetes Cohort et pour le contrôle strict de la glycémie qui a été faite chez les diabétiques de type 2, vous montre que la rétinopathie diabétique peut diminuer de 76%. C'est un chiffre extrêmement intéressant et extrêmement encourageant pour pour les patients qui se prennent en main. Deuxièmement, la néphropathie diabétique, comme je parlais de cette étude-là qui a été faite sur de nombreux patients pendant plusieurs années, et chez c'est un petit peu inversé, c'est dans le type 2 premier et le type 1 dans le UKPDS. Et là, vous avez une réduction de la néphropathie diabétique de 60% et de 25%. Donc, c'est pour vous montrer avec le contrôle de la glycémie, des graines et de la tension, il y a moyen de diminuer les complications chez de tels patients et aussi la surveillance du contrôle glycémique, le contrôle de la tension artérielle et le contrôle de dyslipidémie. Donc là, pour le contrôle glycémique, comme je le disais tantôt, un patient diabétique, c'est pas seulement le contrôle glycémique qu'il doit avoir. Il doit avoir sa tension artérielle, il doit avoir ses graisses et les autres facteurs dont on a parlé, arrêter la cigarette, etc. Donc là, il est important que ces contrôles soient faits pour éviter ces problèmes. Et deuxièmement aussi, qu'est-ce qu'on suit? La glycémie à jeun, 2 heures après repas, plusieurs fois pendant la journée, l'hémoglobine glyquée qui nous donne une information sur 3 mois,
Une petite parenthèse pour l'hémoglobine glyquée, comme il y a pas mal de médecins qui nous suivent, et l'hémoglobine glyquée, si le patient n'a pas d'argent, ne le faites pas lors du diagnostic, sauf si la glycémie est est inférieure à 200. Parce que là, l'hémoglobine glyquée, je l'utilise surtout pour voir si notre patient est bien contrôlé. D'accord? Ensuite, donc là, l'autosurveillance de la glycémie, donc notre patient qui est chez lui, qui fait ses écarts, qui surveille son alimentation, qui fait son sport, qui n'en fait pas, eh bien ça, c'est important pour lui qu'il voit comment sa glycémie répond à ces différentes attitudes pendant la journée et comme ça, c'est la meilleure façon de qu'ils apprennent à se prendre en charge. Donc là, j'avais pris ça, l'autosurveillance de la glycémie dans la partie pour les enfants, donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'enfants, mais les adultes, ils sont aussi bien concernés. Pour l'hémoglobine glyquée, l'objectif, c'est inférieur à 7% chez les enfants et les adolescents. D'accord? Et chez donc là, avec une glycémie à jeun entre 80 et 130 et une glycémie au coucher pendant la nuit et 2 heures après repas, ça ne devrait pas dépasser 140. Et avec ces balises, un patient sait que lorsqu'il contrôle, il va voir, ah, ça a été ou bien ça n'a pas été, et il va voir dans ce qui s'est passé pendant la journée comment il a pu contrôler son hémoglobine glyquée. Donc, en général, chez des patients avec une espérance de vie limitée et aussi qui a eu des antécédents d'hypoglycémie sévère, on peut accepter jusqu'à inférieur à 8%. Mais les 12, 13, 14 que vous avez pour vos patients, il faut leur expliquer que c'est pas bon et qu'ils doivent travailler pour diminuer progressivement. Donc ça, c'était une petite image pour vous montrer, lorsqu'on vous parle de 7%, eh bien c'est bon, c'est une glycémie autour de 154 lorsqu'on prend glycémie à jeun et glycémie 2 heures postprandial. Déjà, à 8%, vous êtes à 183 200. Donc vraiment, c'est important que le patient comprenne c'est quoi ce test, ne pas l'envoyer faire et puis ne pas le lui expliquer. Donc, le contrôle des facteurs, et comme l'heure avance, et je veux arriver vraiment jusqu'à la fin, donc, et l'intervention du style de vie, vous avez le diabète, il faut vous mettre en position pour pouvoir vous prendre en main et en vous prenant en main, certainement en surveillant ce que vous mangez, en perdant du poids, en ayant des activités physiques et le suivi des graisses dans le sang. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, donc ce qu'on appelle comme enalapril, lisinopril, captopril, ce sont des médicaments qu'on recommande pour contrôler la tension. Mais si ça ne suffit pas pour contrôler la tension, certainement on va en ajouter d'autres. L'aspirine pour garder le sang un petit peu plus fluide et le contrôle glycémique qu'on renforce toujours. Donc les chiffres à avoir pour le LDL. Bon, il y a une petite discussion entre la Fédération internationale du diabète et l'American Diabetes Association, mais l'important, c'est vraiment d'avoir du LDL inférieur à 100, votre triglycéride inférieur à 150, votre HDL, qui est la bonne graisse qui protège le cœur, eh bien, plus que 40 mg par décilitre. Et aussi, donc, certainement, ça va avoir une amélioration de votre cholestérol total. Donc, dans le traitement, utiliser des antihypertenseurs. Donc, il est important que nos patients, même s'ils ne sentent rien, qu'ils continuent à prendre leurs hypotenseurs et aussi que c'est pas parce que la tension est à 120 par 80 le matin, puis ils disent, ah, aujourd'hui, j'ai pas besoin de prendre médicaments, parce que s'il y a des pics, eh bien, ça affecte vos yeux, ça affecte vos reins et aussi ça affecte votre cœur. Donc là, quand même, des bonnes habitudes au niveau de la consommation du sel. Comme je disais, il y a pas mal de redites. Et en matière de choix des antihypertenseurs, eh bien, vous allez voir les inhibiteurs des enzymes de conversion, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'enalapril, le lisinopril, le captopril, les bloqueurs du récepteur A2, donc ce sont les artans, donc l'osartan, les antagonistes du calcium, et donc la nifedipine, l'amlodipine, les diurétiques, et il y a certaines restrictions aussi parfois pour les diurétiques et les bêta-bloquants. Un patient ne va pas prendre tout ça, mais c'est par ordre de préférence que nous les avons mis ici. On n'aura pas le temps d'aller sur cette planche, mais il est important de voir si le patient a une espérance de vie longue, eh bien, on va être un petit peu plus strict avec les différents paramètres de l'hémoglobine glyquée, des glycémies à jeun, et postprandial, de la tension artérielle et des lipides. Et c'est pour ça que de tels patients, surtout s'ils ont des anomalies et ils ont une dyslipidémie, on ajoute les statines. Il y a des chiffres, des études qu'on peut faire, des calculs qu'on peut faire pour permettre de savoir si ce patient le mérite ou pas.
Donc, en matière de recommandations, encore, il ne faut jamais arrêter de répéter le contrôle de la glycémie inférieur à 7%, le contrôle de la tension inférieur à 130 par 80, une augmentation des activités physiques, la surveillance du LDL, donc les graisses dans le sang, la prévention du risque thrombotique. Donc, souvent, si les patients ont des comorbidités, on associe l'aspirine bébé particulièrement, et aussi le choix des aliments sains est très important et le sevrage du tabac. Donc là, c'était le calcul du risque cardiovasculaire. Donc, il y a pas mal d'éléments qui nous permettent de voir si nos patients sont à risque. Il y a ça on peut facilement voir là sur l'Internet pour pouvoir calculer le risque des patients avec complications, des patients diabétiques avec complications. Il y a plein d'algorithmes qui sont mis en branle pour pouvoir bien garder nos patients, pour garder nos patients en bonne santé. Ça, c'est le rôle de nos médecins. Et là, la prise en charge et le suivi pour prévenir les complications pour les quelques minutes. Lorsqu'on parle pour la rétinopathie diabétique, il y a moyen de voir le stade de la rétinopathie diabétique. Et ainsi, on pourra agir chez certains patients par exemple, s'il n'a pas de rétinopathie diabétique, rendez-vous l'année prochaine. S'ils ont déjà une rétinopathie diabétique, eh bien là, on va agir en fonction et de concert avec l'ophtalmologue pour savoir comment garder nos patients en bonne santé. Donc, un élément, ça, ce tableau est très important à se rappeler. Un patient qui a de 0 à 30 ans, donc avec diabète de type 1, donc et après au début, et pour le type 1, au début, c'est pas vraiment la peine de faire le fond d'œil, mais s'il y a moyen d'y avoir accès, tant mieux. Donc, on peut attendre jusqu'à 5 ans après le début du diabète pour commencer à avoir des examens ophtalmologiques chaque année. Au-dessus de 30 ans, en général, ce sont les patients avec diabète type 2. Quand le diagnostic est fait, et ensuite chaque année, s'il n'y a pas de problème, et pendant la grossesse, il est très important dès le premier trimestre, de faire un fond d'œil pour nous assurer que avec la grossesse, cette patiente n'aura pas une rétinopathie diabétique qui va évoluer. Et là, vous voyez, on peut voir très bien, alors la rétinopathie diabétique peut être présente sans qu'il y ait atteinte de la vision. Donc, il faut le dire à nos patients, il ne faut pas attendre d'avoir des troubles visuels, pas ceux-là qu'on présente au début du diabète avec une glycémie mal contrôlée, mais à la longue avec l'atteinte du fond de l'œil. Et les tests de dépistage, il y a le fond d'œil par nos ophtalmologues spécialisés, il y en a plein en Haïti, et la photographie rétinienne que nous utilisons à la FADIMAC pour pouvoir, et comme un test diagnostic pour voir si la personne a une rétinopathie diabétique ou pas. Et le traitement, bon là, je laisse aux ophtalmologues il y en a plein et qui peuvent être appliqués, mais vous voyez en première ligne toujours, contrôle de la glycémie, contrôle de la tension, et l'ophtalmologue, lui, fait le reste du travail. Maintenant, des patients, il faut leur dire que c'est pas le fait de faire un laser qui va corriger le fond des yeux. Il faut pas arriver au laser parce qu'une fois qu'on y arrive, on a déjà des problèmes. Au niveau des reins, glomérulopathie, donc nous avons aussi des stades évolutifs de la néphropathie diabétique et ça nous permet de voir à quel stade est notre patient et où faire la prévention. Donc, vous voyez déjà à 2 ans, le stade 2, où le patient il n'y a aucune manifestation, mais déjà à 5 à 10 ans de diabète avec un début de néphropathie où nous avons notre microalbuminurie, eh bien, nous avons plus de 10 à 20 ans avant que notre patient n'arrive en insuffisance rénale terminale. Donc, nous avons comme obligation de cheminer avec notre patient pour garder, s'il a déjà une microalbuminurie, que ça reste vraiment inférieur à 30 à 300 mg et le rapport albumine sur créatinine qu'il soit inférieur à 30. Donc là, en absence de traitement spécifique, certes, et d'équilibre parfait, eh bien, nous arrivons malheureusement à une insuffisance rénale qui aurait pu être prévenue. Et ça nous fend le cœur puisque nos patients, quel que soit le niveau social en Haïti, nous ne pouvons pas faire face à une dialyse en chronicité, en continu. Et là, c'est vraiment dévastateur pour la famille aussi. Donc, l'intérêt du dépistage est extrêmement important. Donc là, c'était pour calculer, pour montrer que quand même la filtration glomérulaire joue un rôle. Et là, et quand même, il est important vous voyez le choix des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou bien les ARB, et pour qu'on voit que définitivement, il y a moyen de ralentir cette microalbuminurie.
Donc là, et je vais aller quand même de bien joint. Important quand même, parce qu'il y a certaines associations des médicaments, lorsqu'on les prend, il est extrêmement, et qu'on a un début d'insuffisance rénale, il faut faire attention. Par exemple, les sulfonylurées qui peuvent entraîner une hypoglycémie prolongée, la metformine qui n'entraîne pas. Souvent, les gens se disent, ah, si je prends la metformine, mes reins vont être attaqués. C'est pas vrai. Par contre, il y a certaines attitudes, des précautions à prendre lorsque la filtration glomérulaire des patients est inférieure à 60, et bien là, on va discontinuer la metformine. S'ils sont sur la metformine, mais c'est pas la metformine qui va entraîner l'insuffisance rénale. Les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Donc là, et vous voyez pour l'insuline, qui est un médicament salvateur pour certains, eh bien, ceux-là qui ont des atteintes rénales, eh bien, on doit avoir diminué les doses d'insuline pour éviter des hypoglycémies chez de tels patients. Donc là, je suis sûr que le forum va vous faire avoir ces présentations. Donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus sur les médicaments qu'il faut faire attention avec. La neuropathie aussi, il y a des stades au niveau de la neuropathie. Lorsque le patient n'a pas de neuropathie, qu'on l'a investigué, eh bien, il n'a pas. Donc, stade 1, on donne rendez-vous à cette personne dans un an. Si cette personne est au stade 2 avec déjà une symptomatologie et une diminution des réflexes et une modification de la sensibilité, on va lui donner rendez-vous dans 6 mois. Eh bien, s'ils ont vraiment des atteintes et des symptômes avancés, eh bien, on leur donne rendez-vous dans 3 mois et ainsi de suite. Donc, il y a moyen d'éviter l'amputation puisque on va cheminer avec le patient et empêcher qu'il développe des complications. Donc, il y a quand même ce qu'on appelle le monofilament que nous utilisons régulièrement à la FADIMAC pour tester la sensibilité superficielle de nos patients. Si cette sensibilité est altérée, eh on voit que c'est un patient qui risque d'avoir une plaie au pied et en avant une amputation. Donc, il faut prendre les devants pour éviter qu'un tel patient ait ces problèmes. Donc là, il est important que le patient ait une évaluation des pieds chaque année. Nous avons une clinique des pieds. Je fais la publicité pour la FADIMAC parce que nous avons pu sauver beaucoup de pieds dans ce sens. Donc, avec l'inspection, la recherche des poux périphériques et le test de sensibilité avec le monofilament, comme je viens vous montrer, il y a ce qu'on appelle le diapason et aussi les réflexes. Et là, nous avons ces appareils en bas, vous avez le dessin du monofilament et en haut, c'est ce qu'on appelle le vibromètre qui permet, ou bien le biothésiomètre qui permet de quantifier la sensibilité profonde chez de tels patients. Donc, tout patient avec une neuropathie diabétique devrait avoir ces investigations et ensuite être suivi éventuellement chaque année. Donc là, c'est pas ces appareils et sont disponibles à la FADIMAC. Et les signes aussi, rechercher les poux. On peut rechercher les poux chez nos patients. Un patient qui perd les petits poils sur les orteils, c'est déjà un signe de mauvaise vascularisation. Eh bien, et ceux-là qui m'écoutent, ce soir, regardez si vous avez vos petits poils sur les orteils. Et si ce n'est pas le cas, faites attention, surveillez vos pieds. Chaque jour, il faut regarder vos pieds pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème. Donc là, il y a d'autres, ce qu'on appelle le ABI, le Ankle Brachial Index, dont nous disposons à la FADIMAC, qui nous met sur le chemin pour voir si nos patients sont à risque. Donc là, il y a moyen de faire la prévention toujours. Et là, avec nos posteurs, il est important que le patient sache comment prendre en charge leurs pieds. Chaque jour, regarder les pieds pour voir s'il n'y a pas de plaie, pour voir si la fin des orteils n'a absolument rien, pour voir si les chaussures n'ont pas de petites roches qui parfois peuvent entraîner une plaie et même arriver jusqu'à une amputation. On connaît l'histoire de beaucoup de personnes qui ont été chez faire des pédicures et qui ont abouti à une amputation. Ça aurait pu être évité chez nos patients. Donc là, quand même, il ne faudrait pas qu'on oublie aussi la dysfonction érectile, puisque c'est une complication très redoutable pour nos hommes. Et là, quand même, il y a un questionnaire qui peut être, et même si on n'a pas tous les moyens pour les aider, mais avec un questionnaire, ça nous permet de savoir si nos patients ont effectivement cette dysfonction érectile, si elle est liée à un problème neurologique. Et là, évidemment, il faut toujours aider, donc avec les médicaments ou avec certaines astuces pour leur permettre d'avoir une érection effective qui certainement sera appréciée par leur conjointe. Alors, on oublie souvent la bouche.
Vous voyez, cette photo n'est pas agréable à voir, mais vous voyez les dents qui sont allongées. Chez nos patients diabétiques, il faut regarder la bouche, il faut regarder les gencives, puisque souvent, ce sont les gencives qui se rétractent à force d'infection et avec une glycémie mal contrôlée. Donc, le patient doit apprendre à inspecter sa bouche et rechercher des signes de gingivite et sinon être référé chez un dentiste. Utiliser le brossage, donc il est important qu'il sache comment se brosser les dents. Ça, c'est le rôle de l'éducatrice en diabète. L'utilisation du fil dentaire qui est extrêmement important et le rinçage et les rinçages buccaux qui doivent être informés, nos patients doivent être informés. La cigarette encore, c'est un malheur, la cigarette. Donc là, il est important que nos patients voient leur dentiste au moins une fois l'an. C'est important et ça va empêcher qu'il y ait des complications plus en avant. Et une fois par année, donc, il faut demander à nos patients, comme je le disais tantôt, de voir leur médecin. Donc, en résumé, le contrôle de la glycémie est extrêmement important avec l'hémoglobine glyquée chaque 3 à 4 mois. À chaque visite, il est important de prendre le poids pour voir si notre patient a maigri, puisqu'en général, dans le programme de prévention avec le prédiabète, on recommande une perte de poids de 7% du poids corporel. Donc, c'est important qu'on suive, on voit avec le patient qu'est-ce qui se passe. La tension artérielle doit être contrôlée, la palpation des pouls. Un patient diabétique ne s'examine pas avec des chaussettes. Il faut, en déplaise à votre odorat, mais il faut contrôler les pouls et pour éviter des problèmes en avant. Donc là, il est important que nos médecins vraiment les prennent et fassent un examen complet de nos patients. Une fois par année, un examen des yeux, un électrocardiogramme, particulièrement chez les patients hypertendus, un bilan du lipidique. S'il n'est pas bon, on doit le reprendre et si notre patient est sous statine, recontrôler régulièrement chaque 3 mois. La créatinine et la clearance, le calcul de la clearance de la créatinine, les recherches de protéines dans les urines, et s'il n'y a pas de protéines, cherchez la microalbuminurie. Moi, je vais d'emblée, chaque année, je fais la microalbuminurie pour mes patients. Ceux-là qui ont une microalbuminurie réactive ou très importante arrivant à la protéinurie, eh bien là, je les réfère à un nephrologue ou bien on travaille ensemble pour vraiment contrôler tous les paramètres dont on vient de parler, l'examen des pieds et l'éducation. Ça, je l'ai mis en majuscule, ce n'était pas l'objectif d'aujourd'hui, mais nos patients doivent être éduqués et il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont. Donc là, pour les profils biologiques, avec la glycémie et l'hémoglobine glyquée dont je vais parler, mais l'autocontrôle chez soi est extrêmement important. Le contrôle des lipides, et maintenant, les exercices de chaque jour. Donc, notre patient a vraiment beaucoup de choses à faire et avec ça, il va se sentir en bonne santé. Il va apprendre à se prendre en charge aussi. Donc, vous voyez l'hygiène buccale, les soins des pieds, les soins de la peau. Et aussi, c'est ces jours-ci où nous avons des problèmes de déplacement, eh bien, avec les services en ligne que la Fadimac offre. Vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse vous aider dans ce sens. Je pense que j'ai eu exactement 1 heure de temps. Donc là, je vous remercie de votre attention et là, je suis ouverte à vos questions. Disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Dr. Larco, pour cette excellente présentation très riche en enseignement. Donc, pour l'instant, il y a seulement, je ne sais pas si Dr. Desjans est là. Dr. Desjans, tu es là? Pour l'instant, on a seulement 2 questions sur le chat que je vais lire, mais je rappelle à tout le monde que si on veut prendre la parole, on n'a qu'à solliciter cette parole. Donc, on va vous autoriser à ouvrir votre micro ou bien vous pouvez poser des questions. La première question, c'est de Elisabeth Philippe. Elle dit, une glycémie à jeun de 104 et une hémoglobine glyquée à 6,9 sur un même spécimen et le même jour. Quelle est la recommandation pour le traitement? Ce patient est un prédiabète. Donc, il est important, bon, c'est important de refaire, mais c'est pas parce qu'il a mangé un gâteau ou bien qu'il a pris un verre de cola que sa glycémie va forcément augmenter s'il n'a pas un problème déjà de contrôle glycémique interne. Donc là, moi, un tel patient, le prédiabète, c'est pas méchant. Ça demande simplement, c'est un signal pour dire à la personne, il faut que vous vous preniez en charge pour que plus en avant, vous n'ayez pas de problème. Donc là, et dès qu'on passe un certain cap, je dis un certain âge, il est important, même à partir de 30 ans, il est important vraiment de se prendre en charge pour éviter des complications à 60 ans. Donc, comme il n'y a pas encore d'autres questions, docteur Larco, est-ce que, donc, comment je pourrais dire ça? Quelle est la fourchette, quelle est la gamme quand on parle de prédiabète?
De quel Alors, taux à quel l'hémoglobine, taux on parle de prédiabète? c'est ça. Toute personne avec une glycémie à jeun à 2 reprises, entre 100 et 125, glycémie faite au laboratoire sur un sang veineux, on pose le diagnostic de prédiabète. C'est corroboré avec l'hémoglobine glyquée, puisque l'hémoglobine glyquée nous donne une idée plus complexe sur les 3 derniers mois, puisque c'est la quantité de sucre qui s'est déposée sur les globules rouges. Et comme le changement du pool des globules rouges se fait chaque 3 mois, donc pas brusquement sur 3 mois, mais au fur et à mesure, pour arriver à 3 mois, on a déjà nos globules rouges qui sont déjà et qui ont été renouvelés. Eh bien, on considère qu'une glycémie, une hémoglobine glyquée entre 5,7 et 6,4, on parle de prédiabète. Et notre patient, notre personne, c'est ça, le patient, ou quelle que soit la personne, a intérêt à se prendre en charge. Deuxièmement, une hémoglobine glyquée entre 6,5, pardon, et entre 6, je m'excuse, une hémoglobine, alors je parlais de 5,7 à 6,4, on parle de prédiabète, et une hémoglobine glyquée supérieure à 6,5, on parle de diabète. Maintenant, ce n'est pas la catastrophe. Il est important, même avec la prévention et avec un changement de mode de vie, et on l'a vu sur une des planches, qu'il y a moyen de régulariser tout. Mais la personne a déjà un terrain métabolique pour développer le diabète. Donc, ça lui revient de pouvoir retarder ou empêcher l'apparition du diabète. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'espère que Elisabeth Philippe est satisfaite et le reste Babette, du si tu veux public aussi. ajouter. Et là, je dois dire que Dr. Philippe fait un très bon travail. À Miami, nous travaillons souvent ensemble. Et là, actuellement, elle a le chapeau de la présidence de la MHE et qui lui revient de tout honneur, puisque avec ce travail colossal qui se fait en Floride avec nos compatriotes haïtiens, ça vaut la peine de relever ça. Mhm. Donc là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre Il y a la parole. la question de M. Borgenson André. M. Borgenson André demande si on peut disposer des diapositives. Docteur Je les Delaudet, ferai je peux les parvenir expliquer? et vous allez les recevoir en PDF et là, je pourrai partager avec vous. Ok. On n'a pas Tu d'autres peux lire questions. la note de M. Montreuil? Il y a une note de M. Montreuil que je n'ai pas vue. Ah bon. Bonsoir et merci pour la présentation. Est-ce que la FADIMAC est toujours à l'alu, considérant le climat d'effervescence et d'insécurité dans la capitale actuellement? Ah ben oui, la FADIMAC est toujours à l'alu en face de la ruelle chrétienne. Ce n'est pas un signe de bravoure, c'est plutôt un signe de compassion parce que nous avons des patients qui ne peuvent pas monter à Pétionville, que ce soit pour la distance ou pour les moyens économiques. Donc, nous y sommes toujours puisque c'est notre local qui nous a été donné par les époux, Dr. René Charles et sa femme Marie-Rose. Maintenant, si quelqu'un veut nous offrir un espace à Pétionville, c'est avec plaisir qu'on y montera. Par contre, la clinique des pieds, pas vraiment la partie des plaies, de la prise en charge des plaies, le wound care, mais la clinique des pieds pour la prise en charge pédiatrique, nous sommes en train de monter une clinique à Pétionville pour pouvoir faciliter les patients déjà pour diminuer vraiment ce risque important de problèmes aux pieds et d'amputation. Donc là, la pédiatrie, c'est une science non connue en Haïti, mais qui est extrêmement importante pour les patients diabétiques. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé. Un patient diabétique devrait, et d'ailleurs, l'assurance aux États-Unis couvre chaque 6 semaines une coupe des ongles. Donc, c'est pour vous dire parce qu'ils n'ont pas confiance à ce que cette personne aille ailleurs pour se faire couper les ongles, être blessé et après, problème au niveau des pieds, ça coûte beaucoup plus aux assurances. Donc là, oui, et éventuellement, nous espérons que nous puissions avoir d'autres succursales autour de Port-au-Prince, mais nous en avons une à Jérémie
et donc là, et qui vraiment fait du bon travail. Et là, notre rêve, ce serait d'arriver, d'avoir plusieurs Fadimak à travers Haïti, mais tout ça, ça dépend premièrement des financements, mais deuxièmement d'équipes avec un bon vouloir pour pouvoir développer ces centres-là qui, au fait, appartiennent au pays, pas à la Fadimak ni au docteur Nancy Larco, mais à tout le monde. Donc là, c'est notre rêve. Et à Jérémie, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Bon, nous travaillons avec une équipe de la diaspora pour supporter ce centre et puis on va voir comment ça avance. D'accord. Alors, juste avant la question de Pierre-Ronald, puisqu'on était dans les pieds, je voulais te poser une question concernant les chaussures à semelles spéciales pour les diabétiques. Est-ce que on attend que les diabétiques aient des problèmes ou bien on peut les porter, ils peuvent les porter en prévention? Non, il faut les porter en prévention. Les pires chaussures pour nos patients haïtiens avec le diabète, ce sont les chaussures deuxième main, puisque la première main avait déjà des malformations. Maintenant, la deuxième main qui a un pied d'une autre morphologie, ça blesse le pied, ça crée des corps, ça développe des mycoses. Et là, donc, les chaussures, moi je dis que les chaussures doivent avoir de bonnes semelles. Et pour pouvoir absorber le choc, puisque lorsqu'on marche, il faut qu'on ait comme un coussin pour nous permettre de bien marcher. Par contre, on décommande chez nos patients diabétiques d'avoir des semelles dures, puisque ça peut affecter la posture du pied, mais aussi ça peut entraîner des frottements pour avoir des plaies plus en avant. D'accord, merci. Et donc, la question de Pierre-Ronald, qu'est-ce qu'on peut prendre comme thé ou tisane en cas de protéinurie? Étant donné que le médecin ne prescrit pas encore pour un 6,4 à jeun, mais on constate des protéines dans l'urine. Bon, je pense que premièrement, il faut avoir un bon examen des urines aussi associé à cette microalbuminurie. Donc, il faut éliminer que cette personne ait une infection urinaire qui va fausser cette microalbuminurie. Si c'est quelqu'un qui fait énormément de sport, ça peut avoir un impact sur la microalbuminurie. Donc, moi, j'avais eu un cas d'une jeune danseuse qui faisait des répétitions de 6 heures de temps par jour et qui avait une microalbuminurie et en arrêtant ses activités, ça s'est amélioré. Donc là, il y a des éléments, des diagnostics secondaires et qu'il faut, les différentiels qu'il faut avoir posés. Maintenant, la microalbuminurie, moi je compare souvent à mes patients, je leur dis que vos reins sont comme des passoires. Si les mailles s'ouvrent à cause de la tension artérielle, de mauvais contrôle de la glycémie, ça va laisser passer les protéines. Donc, à ma connaissance, bien que je travaille avec plusieurs personnes dans le domaine de botanique, à ma connaissance, je ne sais pas, bien que je sais sur la MH, il y a eu beaucoup de discussions, mais je n'ai pas cette information disant que une tisane peut changer cette structure au niveau du néphron pour empêcher le passage de microalbumine. Merci à toi, main levée. OK, il y a deux mains levées. Il y a d'abord Alain Medji. Alain Medji, et vous pouvez ouvrir votre micro. Lionel, tu peux l'autoriser à ouvrir son micro, s'il te plaît? Toi aussi, tu peux le faire. Oui, je cherche son nom. OK, voilà. Je crois que c'est fait. Monsieur Alain Medji, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, d'accord, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, encore une fois, merci, docteur Nancy, merci, docteur Derivoire, et encore une fois, merci Nancy pour cette présentation. Ça a été enrichissant parce que parce que je ne vis pas en Haïti, donc je vis au Bahamas, je travaille à l'hôpital. Et les patients haïtiens que je vois, et j'ai dû réaliser qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle l'éducation concernant le diabète. Parce que, étant donné qu'il y a la barrière linguistique, lorsqu'ils voient certains médecins, ils me disent que normalement le médecin ne communique pas ne communique pas assez bien avec. Et lorsqu'on leur prescrit des médicaments, le suivi n'a pas été fait. Donc, je voulais vous féliciter et vous dire encore merci pour cette présentation ainsi. Donc, je pourrais mieux les aider. Donc, ma question est celle-ci. Puisque je travaille dans le service chirurgical, on a pas mal de patients diabétiques qui sont sous hémodialyse, que ce soit des patients haïtiens ou bahaméens. Donc, parfois, on a des difficultés à prescrire de l'insuline à ces patients.
Même si la médecine interne, ok, on travaille du cancer, mais parfois on a des difficultés pour prescrire et pour voir comment faire la prise en charge chez un patient diabétique qui a besoin d'une chirurgie en urgence. Est-ce qu'on prescrit de l'insuline qui directement ou on garde que l'insuline retard? OK. Merci beaucoup, Alain. Et l'insuline est le meilleur médicament pour contrôler la glycémie. Mais il faut savoir la manipuler. C'est vrai qu'en insuffisance rénale, vu que la clearance est ralentie, donc de tels patients, il faut vraiment diminuer même d'avant ce qu'ils savaient les contrôler avant, on les met à moitié. De tels patients, je préfère utiliser des insulines à courte durée pour lorsqu'ils vont manger. Et là, on voit comment le contrôle glycémique est fait. D'accord? Si ce sont des patients qui ont une atteinte de la rétine aussi, bon, en général, lorsqu'il y a néphropathie diabétique, il y a rétinopathie diabétique aussi. Donc, quand même, il faut toujours continuer à protéger les yeux et toutes les autres parties du corps de notre patient. Donc là, moi, je préfère une insuline avoir les insulines de courte durée qui sont données avant repas. Et maintenant, on voit si en 2 heures postprandiales, comment est la glycémie du patient pendant la nuit commencer et on peut éventuellement rétablir cette insuline basale, cette insuline qui dure 24 heures de temps. Donc, dans mon cas, le patient, lui, il est âgé de 48 ans et il a déjà eu une rétinopathie diabétique sévère. Il est aveugle. Wow. Oui. C'est dommage. C'est dommage, on était obligé de faire ce qu'on appelle l'imputation du gros orteil. Donc, on ne savait pas comment manipuler l'insuline parce qu'il avait présenté une ostéomyélite. Moi, tu sais, moi, je suis ouvert à la FADIMAC. Nous sommes plusieurs. Et là, si vous nous écrivez, on discute avec les cas à travers Haïti. Donc Oui. là, et nous sommes sur, moi, c'est nlarco@fadimac.org. Je vais écrire dans le chat. Ou bien la FADIMAC, info@fadimac.org. Et puis là, vous nous écrivez et puis on fait des communications, on fait des échanges, comme on le fait avec nos patients pour l'éducation. Actuellement, nous sommes en train de monter, grâce au support de Sanofi, des vidéos en créole éducatives pour les patients haïtiens vivant à travers le monde. Oui, parce que normalement, on a ce problème parce que les patients haïtiens vivant en Bahamas, ils n'ont pas l'éducation concernant la diabète et maintenant il y a l'hypertension et nombre d'entre eux sont des hémodialysés et nombreux sont des hémodialysés, ils ne sont pas informés. Même si on présente des informations en anglais, je leur ai dit qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Donc, c'est pour cette raison que je profite de ce moment-là pour vous présenter mes doléances. Et encore, merci encore une fois. Mais oui, avec plaisir. Donc, j'attends ton petit bout. OK, d'accord. Donc, vous l'avez déjà envoyé? Oui, j'ai mis. Bon, notre website de FADIMAC vient d'être revu. Donc, si on a des soucis avec, on peut écrire à fadimac@hotmail.com. Et aussi, nous avons notre page web qui est fadimac.org. Donc là, et nous avons certaines conférences qui ont été mises là-dessus. Et là, mais là, on travaille sur des vidéos plus courtes pour pouvoir, en créole, pour pouvoir édifier notre population. Donc, fadimac@hotmail.com. C'est ça? Oui. Ou bien le website est fadimac.org. Moi, je vérifie maintenant. D'accord, merci Monsieur Alain Medji, Dr. Larco. Il y avait une autre main levée, mais la personne a baissé la main, je ne sais pas si elle reviendra. Mais nous avons une question, c'est Monsieur Montreuil, mais je vois qu'il a baissé, que la main n'est plus là. Monsieur Montreuil, Je suis là. eh bien, allez-y et vous pouvez intervenir maintenant. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Bonsoir, Dr. Larco. Bonsoir à toutes les personnes qui suivent la conférence. Alors, si vous permettez, je vais poser ma question en créole. Et il y a 2 interventions. Première intervention, dans la diapositive, il y a un côté où tu as des chiffres, les limites sur LDL avec HDL. C'est diapositive qui viennent avant traitement.
m'dégage fait un screenshot de lui, mais ça qui vient avant traitement, m'ta bien aimé gagner un screenshot de lui. Qui ça que te gen là? Qui ça que te gen écrit sur lui? Alors, pour diapositive qui est, ça, alors, ça me dit que fait photo sur l'IA, il parlait de traitement et puis il dit, utiliser des antihypertenseurs, atteindre et maintenir un poids sain, réduire l'apport en sel, arrêter de fumer, etc., etc. Voilà. C'est ça qui vient avant, là, immédiatement avant. Là. On a gagné un screenshot de lui. Et je peux poser la deuxième question? Vas-y. Merci. Alors, moi j'aime en pile et genre d'intervention ça yo, mais d'autre part, moi toujours rester, alors moi toujours penser que Kagin yo ka beaucoup plus ambitieux mais dans quel sens? M'a juste fait une petite comparaison et puis tu vas peut-être comprendre. C'est que moi, les m'a regardé télévision par exemple, on compte sur Canal+, etc. La plupart des chaînes Canal+, yo souvent qu'on interrompt programmation yo pour faire un message passer, que ce soit pour intégrer par exemple des corps dans l'armée, que ce soit un message pour qu'il y a avec en question de santé publique, qu'on fait des sensibilisations par exemple sur maladies sexuellement transmissibles, qu'on fait sensibilisation par exemple sur bouger plus, manger fruits, etc., etc., etc. Bon, moi senti que les interventions ça au ça que Fadil fait, c'est très, 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 très bien. Mais d'autre part, moi souhaitais que l'IA est beaucoup plus, alors, beaucoup plus approfondi en termes de engagement ou bien en termes d'implication, soit des partenaires, soit l'État, soit des associations, soit société civile, dans le sens que pour sensibilisation qu'a fait ou bien prévention qu'a fait sur diabète et ses complications, pour pas simplement arrêter, on a fait de Fadima ou bien on a fait de on aller dans la clinique, mais pour Livin paraître que l'État prend en charge, que ce soit dans la télévision nationale, que ce soit dans d'autres institutions bien et radio bien télé locale, mais il y a qu'à réserver ne serait-ce que en 30 secondes, en une minute par exemple, pour faire un message de sensibilisation et passer. Moi, je dis ça pour qui ça? Parce que moi, j'ai très récemment, Dr. Pape de Gesquio, tu as eu une interview avec en télévision, il te dit comme ça que maladie cardiovasculaire, pendant trop longtemps, il y a une première cause de mortalité. Alors, complication, il y a une première cause de mortalité. Ce n'est pas VIH, ce n'est pas paludisme, ce n'est pas tuberculose, ce n'est pas genre de... C'est déjà, nous avons plus de cas de mortalité due à l'hypertension artérielle et aux autres maladies cardiovasculaires que le sida. Mais le financement est diamétralement opposé. Et là, est-ce que tu as terminé? Parce que là, moi-même, j'ai une réponse. C'est un petit peu ça. Moi, bien content que moi, vous prendre le relais. Parce que vous comprendre, par exemple, un petit peu l'esprit et intervention. C'est un petit peu ça, moi, que je voulais faire passer. Alors, c'est pas simplement traitement, mais prévention, message de sensibilisation, et puis implication des acteurs, que ce soit acteurs nationaux, acteurs internationaux, société civile, associations de jeunes dans l'école, etc., prévention. Franchement, je pense là, et pas seulement Fadima, mais l'autre engagement qui doit, en termes de plaidoyer aussi auprès de ces institutions. Merci. D'accord, merci, M. Montoya. Bon, et définitivement, ça ne doit pas être seulement l'affaire de la FADIMAC, mais et ça, c'est un choix personnel, comme bon Dieu permet moi faire autre chose, donc moi-même faire parce que moi j'aime ça. OK, mais et pour la glycémie et de façon régulière, périodique pendant l'intervention, et puis on ajuste les doses d'insuline. C'est ça? Alors, c'est pas tellement. Moi, j'ai vu que l'insuline, une fois, si l'insuline est en goutte à goutte dans le dextrose, ou bien il y a une seringue, un pouce seringue, eh bien là, il y a moyen de jouer avec les doses. Mais si c'est une insuline qui est injectée genre à retard, soit un mélange de 70-30, donc c'est insuline retard et rapide, ou bien une insuline retard, eh bien à ce moment-là, c'est avec le dextrose que moi je joue.
et pour que le patient ne descende pas. En général, je demande 120, 140 pour qu'il ne tombe pas en hypoglycémie. On n'a pas une anesthésiste, t'as pas envie d'avoir quelqu'un anesthésié et avec une hypoglycémie. Et d'autant plus que l'important, c'est au réveil pour que le contrôle glycémique par la suite soit optimal. D'accord, merci. Donc, je crois que c'est la fin. Toute bonne chose a une fin. Et Dr Kaden nous a rappelé que Madame le professeur Marie-Lise Osier est une référence nationale en matière de pharmacopée traditionnelle et en médecine traditionnelle. En général, à la fin des conférences, j'ai vu, et Monsieur Alain Média a une main levée, je pense que c'est une ancienne main, qu'il n'avait peut-être pas baissée. Donc, je disais qu'en général, je fais une synthèse des conférences, mais là, j'ai pas eu le temps de préparer la synthèse, mais je vais dire les grands points que j'ai retenus avant de te donner la parole, Nancy, pour nous donner les take-home messages. Moi, ce que j'ai retenu, je pense qu'il y a des messages d'abord pour les médecins, le personnel médical qui est là. Tu invites les médecins parce que le diabète, c'est une pathologie qui concerne toutes les spécialités pratiquement. Donc, tu invites les médecins à continuellement se former et j'ai retenu la phrase de ton père, celui qui connaît son diabète connaît sa médecine. J'aime bien cette phrase. Je pense que ça doit nous interpeller parce que ça nous concerne tous, toutes les spécialités. Maintenant, pour les patients et leurs familles, et parmi les patients, il faut compter aussi les médecins, le personnel médical diabétique. Ce que j'ai retenu, c'est que tu as dit que le diabète, c'est pas vraiment une maladie, c'est une condition qui devient une maladie avec les complications. Et je pense que l'un des messages à retenir de cette conférence, c'est que ces complications majeures qui sont regrettables peuvent être prévenues. Je pense que c'est vraiment, si on fait la prévention, si on fait le suivi, etc. Et c'est pour ça que je rejoins M. David Montreuil dans son plaidoyer pour la sensibilisation et au niveau de toutes les parties prenantes, d'abord les autorités publiques, les patients, leurs familles, etc., les institutions où les gens sont rassemblés, les églises, les écoles, moi je ne sais pas, il faut cette sensibilisation massive parce que un autre point important que tu as dit aussi, c'est que la prise en charge se fait à 90% par le patient et sa famille. Donc voilà ce que j'ai retenu. Je vais te passer la parole pour le take-home message et puis Dr Delaunay dira le mot de la fin. Eh ben, tu as tout dit. Je pense que ce sont les points importants. Mais le take-home message, ce serait que tout n'est jamais perdu. Et c'est ce que les patients doivent avoir en tête, c'est ce que le personnel médical doit avoir en tête. Et c'est pour ça que j'ai parlé, je ne suis pas étendu là-dessus, mais de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. À quel que soit le niveau, il y a moyen de faire mieux. Et là, avec la participation du patient, il n'y a pas moyen de suivre un patient et sans qu'il ne comprenne. C'est pas possible. Donc, l'éducation est extrêmement importante. Et nous, actuellement, avec l'équipe de Jérémy, nous avons mis sur pied, et là, on doit finaliser. Et heureusement que j'ai mon jeune médecin, Dr. Kevin et Mexis, qui suit, où on veut faire un livre. En plus de tout ça, un livre avec des dessins pour que la formation soit une formation standardisée, utilisée par le personnel médical pour les patients. Et là, donc, ce sont de grands rêves et on arrive à... C'est pas un rêve puisque ça a commencé. Et heureusement que j'ai des jeunes qui me secondent pour pouvoir faire ça devenir une réalité. L'autre point aussi que j'aimerais, c'est que le personnel médical, vous avez pour obligation de toujours rechercher s'il y a des complications pour éviter que ça évolue. Et là, vous voyez, avec des choses simples, les fondeurs chaque année, ça permet de sauver des yeux. La microalbuminurie recherchée chaque année, ça permet de sauver des reins. L'évaluation des pieds, et chaque année ou plus souvent selon les complications que le patient présentait, ça permet en 85% de préserver les pieds et d'empêcher des amputations. Pour les maladies cardiovasculaires, peut-être qu'ils sont un petit peu plus difficiles puisqu'il y a beaucoup plus d'autres paramètres à surveiller, mais même là, il y a moyen de diminuer ces complications. Et je pense que notre rôle, c'est pas de traiter les complications, mais d'essayer de les éviter chez nos patients.
Très important. Merci beaucoup, docteur Larco et docteur Delaunay pour les mots de la fin. Merci, docteur Derivoire. Alors, une parenthèse, excuse-moi, Brunel, de t'interrompre, parce que comme ça avait été interrompu, j'ai parlé de certaines radios, mais je dois dire qu'il y a la majorité, la FADIMAC a pu être brillante à cause de beaucoup de radios sur le terrain. Je ne fais pas de voix, mais Radio Ibo, Radio Métropole et Radio Soleil, tout ça, ce sont des radios vraiment qui nous encouragent. Donc, je ne veux pas qu'on ait une idée négative puisque ma conversation avait été coupée à ce moment-là. Mais le plaidoyer dont on parle, on n'en sortira pas si ce n'est pas avec la presse. Mais il faut aussi montrer à la presse que c'est leur devoir aussi d'aider la communauté scientifique, puisque nous ne sommes pas payés pour ce que nous faisons. Donc, eux-mêmes aussi, ils ne doivent pas attendre à un paiement. Et je sais que Radio Métropole, vraiment, M. Rittmeyer, il nous a aidés énormément au tout début. Donc là, il faut continuer avec le plaidoyer. OK, merci beaucoup. Merci, docteur Larco. Bon, m'a demandé tout le monde, mettez main avec moi pour nous dire, docteur Larco, un gros merci. Ouvrez tout le micro, cliquez sur l'icône micro nous pour nous battre bravo pour docteur Larco. Merci. Merci, docteur Larco. C'était un plaisir. Bon, merci infiniment, docteur Larco. Et je crois que tout le monde est satisfait de cette présentation et tout le monde a pu faire provision pour non seulement gérer leur situation s'ils sont diabétiques ou prédiabétiques ou pour éviter d'être diabétiques et également pour aider leurs proches qui seraient touchés par cette maladie. Donc voilà, nous sommes vraiment content, heureux d'avoir eu cette conférence animée par le Dr Larco et pourquoi ne pas dire par la FADIMAC même. Et là, nous remercions également Dr Derivoire qui a vraiment bien animé, bien modéré la session. Et nous souhaitons que c'est une première fois que nous avons Dr Larco à ce podium et nous sommes sûrs et nous souhaitons, mais nous sommes sûrs que ce ne sera pas la dernière fois. Donc, je vous invite quand même à être patient pour attendre la disponibilité de l'enregistrement de cette présentation. On va seulement faire un petit travail d'editing et au fur et à mesure, ce sera prêt. Et je vous invite déjà à la prochaine session du FMC en janvier 2025. Ce sera le 22 janvier ou le 29 janvier, le mercredi 22 ou le mercredi 29. On va se décider définitivement pour fixer la date. Toujours aux mêmes heures, de 6h à 8h. Donc, j'espère que vous tous, vous serez encore avec nous. Donc, encore une fois, merci à vous de nous avoir accompagnés jusqu'à cette minute. Merci encore, Dr Larco. Et je vous souhaite une bonne nuit et du succès aussi à la FADIMAC et au Dr Larco dans ces entreprises. Merci. On peut profiter pour leur dire joyeuses fêtes parce qu'on ne va pas se revoir avant l'année prochaine. Donc, joyeux Noël et bonne année. Merci beaucoup, Enis. Merci à tout le monde. Joyeuses fêtes et bonne année. D'accord, ça a été un plaisir. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. D'accord, bye bye. Bye bye.